Dans mes morceaux, j'ai l'habitude d'expliquer qu'il ne faut pas se conformer à la société. Il faut rester soi-même, car les normes collectives en fait qu'on observe dictent les comportements et les valeurs que les gens doivent adopter. Même si ce ne sont pas les leurs, ils vont les adopter et croire même à la fin que ce sont les leurs alors que non. Bon, c'est un discours assez classique, hein. La société nous formate et nous empêche d'affirmer qui on est réellement. Sauf que qui on est, c'est pas si évident en fait. Bourdieu parlait de l'habitus, c'est-à-dire le fait que nos goûts, nos choix, nos préférences personnelles, bref, tout ce qui fait qu'on est qui on est, c'est socialement conditionné en fait. Ce que tu aimes, ce que tu fais et même ce que tu penses, c'est influencé par ton milieu. Et ça, tu peux difficilement y échapper parce que t'as forcément évolué dans un milieu. À moins que t'aies pop au milieu de la forêt et que tu n'aies jamais côtoyé d'autres êtres humains, dans ce cas-là, d'accord. Et le fait d'avoir évolué dans un certain milieu, en fait, ça nous rend tous conformistes parce qu'on a intégré des règles et qu'on les suit. Alors on n'est peut-être pas tous conformistes à l'échelle du pays, à l'échelle de la société dans son ensemble, mais on est au moins conformistes à l'échelle de notre groupe parce qu'on a peur du rejet et qu'on veut être accepté par les autres. Si dans ton milieu on t'apprend à rejeter les règles de la société, tu vas aussi le faire parce qu'on te l'a appris. Mais du coup, c'est un peu du conformisme aussi quand même. Et il y a un truc assez drôle en psychologie sociale par rapport au conformisme, ça s'appelle l'expérience de H. Dans les années 50, le psychologue H a montré des lignes à des gens en leur demandant laquelle à droite correspondait à celle de gauche. Bon, la réponse est assez évidente bien sûr, on est sur un test niveau maternel. Sauf que si tout le groupe qui était complice donnait volontairement une mauvaise réponse, 75% des gens finissaient par changer d'avis au moins une fois et donner aussi une mauvaise réponse. Alors 75%, ça veut quand même dire qu'il y a 25% qui restaient sur leur réponse, peu importe ce que disait le groupe. Mais l'expérience de H montre quand même que 3/4 des personnes ont tendance à se rallier à l'avis général, même si l'avis général est clairement faux. Parce que bien sûr, on pense avoir raison, mais si tout le monde dit autre chose, on finit par douter et se dire que peut-être qu'on est juste con en fait. Bref, comme disait Coluche, c'est pas parce qu'ils sont beaucoup à avoir tort qu'ils ont raison. En prenant de l'âge, on comprend des choses. J'ai compris que tout était relatif. N'essaye pas de convaincre les gens. Si pour toi c'est une vérité, elle sera relative. Mais si elle te fait du bien, garde-la pour toi. Mais n'essaye pas de convaincre les gens. Alors déjà, il y a un truc qui est assez drôle avec l'argument du tout est relatif, c'est que la phrase en elle-même est un paradoxe. Parce que tout est relatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité universelle. Mais du coup, c'est une vérité universelle qu'il n'y ait pas de vérité universelle. Un peu bancal. Si tout est relatif, alors quand je dis que tout est relatif, c'est relatif aussi, donc c'est pas forcément vrai. Ça fait un peu des nœuds au cerveau, je sais. J'ai un problème avec cet argument du tout est relatif et chacun a sa vérité, parce que déjà le concept même de vérité, c'est qu'il n'y en ait qu'une, pas 50 000, mais aussi parce que ça vient mélanger les opinions et les faits. Bien sûr que les goûts, les préférences, les valeurs, tout ça c'est relatif. Mais à côté de ça, il y a aussi des faits du genre l'eau bout à 100 degrés, on va tous crever un jour, ou la Terre est ronde. Si. Et ça, c'est pas selon moi, c'est pas selon ma perception, c'est vrai ou c'est faux, c'est tout. Protagoras, un philosophe grec, a dit « L'homme est la mesure de toute chose ». C'est l'équivalent du tout est relatif, mais en plus joli, quoi. Ce à quoi Platon, un des papas de la philosophie quand même, a répondu que si c'est vrai, alors il a aussi raison s'il dit que Protagoras a tort. Sauf que c'est pas possible, Protagoras, il a soit raison, soit tort, mais faut choisir. Et même en dehors de ça, considérer que tout est relatif, c'est pas forcément une bonne chose. Parce que ça veut dire que tout se vaut, que rien n'est réellement attaquable et que ma vérité, en fait, est tout aussi valable que la vôtre. Et dans ce cas-là, on peut raconter tout et n'importe quoi et se cacher derrière le c'est ma vérité, donc voilà. Donc non, tout n'est pas relatif, et si quelqu'un te dit c'est ma vérité, c'est juste une manière polie de t'expliquer qu'il a pas trop envie de réfléchir. T'es serein dans l'avion alors que tu connais pas le pilote. Il y a quand même un paquet de personnes qui sont pas très sereins en avion, hein. Ça a même un nom, ça s'appelle l'aérodromophobie. Et si ça a un nom, c'est que ça concerne pas juste 2 personnes, j'imagine. T'es serein dans le bateau, pourtant tu connais pas le capitaine. Pareil, il existe plein de gens qui ont peur du bateau parce que le bateau, il est logiquement sur l'eau. Et il y a un truc qui s'appelle la thalassophobie, donc la peur de la mer et des profondeurs. Et t'es serein dans le taxi alors que tu connais pas le chauffeur. Et tu devrais pas, parce que statistiquement, tu as beaucoup plus de chances de mourir en voiture qu'en avion, hein. Alors pourquoi t'es inquiet lorsque c'est Dieu qui dirige ta vie, sachant pertinemment qu'il fait toujours le meilleur choix pour toi? Ça n'a pas de sens. Ok, alors déjà je le dis tout de suite, vous croyez en ce que vous voulez, on n'est pas là pour débattre de ça. Par contre, il y a plusieurs choses à dire sur ces arguments. Déjà, il nous dit qu'il faut faire confiance à Dieu parce que Dieu fait toujours les meilleurs choix pour nous. Mais comment on sait que Dieu fait toujours les meilleurs choix pour nous? Parce qu'on lui fait confiance. Et pourquoi on lui fait confiance? Parce qu'il fait toujours les meilleurs choix. Et ça, c'est ce qu'on appelle un argument circulaire. C'est comme dire c'est normal parce que tout le monde le fait, et si tout le monde le fait, c'est que c'est normal. On tourne en rond et on prouve pas grand chose, quoi. Et ensuite, il y a la question qui fâche, mais si Dieu fait toujours les meilleurs choix, alors pourquoi le mal existe? Et attention, c'est pas une critique, c'est une vraie question. Parce qu'il y a des théologiens et des philosophes qui débattent de ça depuis des siècles, et il y a personne qui a réussi à encore vraiment trouver une réponse convenable. Ça s'appelle la théodicée, et c'est un terme créé par le philosophe
philosophe allemand Leibniz au XVIIIe siècle. Et Leibniz il nous dit qu'on vit déjà selon lui dans le meilleur des mondes possibles, que le mal est nécessaire et qu'il est compensé par un bien plus grand. Ce à quoi Voltaire a répondu plus tard en écrivant son fameux livre Candide, qui n'est ni plus ni moins qu'un bouquin pour se foutre de la gueule de Leibniz. Donc même si des gros cerveaux comme ces deux gars-là sont pas d'accord sur ce genre de questions, peut-être qu'on va devoir rester encore pas serein pendant un moment. Si tu écrases un cafard, tu es un héros. Si tu écrases un papillon, tu es un monstre. La morale obéit à des critères esthétiques. La même action peut faire de toi un monstre ou un saint selon qui regarde. Quand une personne pauvre fait un don, on dit qu'elle est généreuse. Et quand c'est un milliardaire qui le fait, on dit que c'est pour les impôts. Bon alors déjà disons-le direct, Nietzsche n'a jamais dit ça. J'ai cherché et la première trace de cette citation vient d'un tweet de 2012 qui n'était d'ailleurs même pas attribué à Nietzsche. Mais par contre sur le fond ce que nous dit ce monsieur, c'est pas totalement faux parce que Nietzsche il a réellement fait un lien entre morale et esthétique. Et pour lui nos jugements moraux sont souvent des jugements de goût déguisés. Et effectivement on va avoir tendance à juger une même action différemment selon qui l'a fait. L'exemple du pauvre et du riche qui font un don est pas mal par exemple. Et ça en psychologie ça a un nom, ça s'appelle l'effet de halo. C'est un terme qui vient du psychologue américain Edward Thorndike, enfin ce gars-là quoi, et qui est apparu dans les années 1920. Et en gros l'effet de halo c'est attribuer à quelqu'un une caractéristique en se basant sur une autre caractéristique qui n'a aucun rapport. Le plus connu c'est que les gens beaux sont généralement considérés comme plus intelligents, plus gentils ou plus compétents. Alors que le fait d'être beau en réalité ça prouve juste que t'es beau. Ça te rend pas plus compétent. Et l'une des études les plus inquiétantes, c'est celle de Efran en 1974, qui consistait à simuler des procès et les gens devaient attribuer des peines aux accusés. Et là quand même, grosse surprise parce que pour les mêmes crimes, les accusés considérés comme beaux recevaient des peines plus légères et avaient plus de circonstances atténuantes que les autres qui étaient considérés comme moins beaux. Donc si tu es très beau, tu prends moins cher au tribunal, c'est chaud quand même. Et il existe aussi l'inverse de l'effet de halo, ce qu'on appelle l'effet corne, qui consiste à attribuer à quelqu'un une qualité négative en fonction d'une autre qualité négative qui n'a aucun lien. Par exemple, quelqu'un de mal habillé sera considéré comme moins compétent ou moins sérieux, alors qu'en soi, le fait de n'avoir aucun goût vestimentaire, ça n'a rien à voir avec des compétences. Donc ce que nous dit ce monsieur, c'est 100% vrai, à part la citation au début là. On dit souvent qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, mais a priori, c'est ce qu'on fait tous. D'un point de vue anthropologique, limite, être salarié, aujourd'hui, je crois que c'est Naval qui dit un truc comme ça, c'est un peu l'esclavagisme de notre époque. Alors il y a plusieurs trucs qui posent problème dans cette vidéo. Déjà, comparer le salariat avec l'esclavage, c'est un peu osé quand même. Un esclave, c'est quelqu'un qui est considéré juridiquement comme la propriété de son maître. Donc si on caricature, on peut dire que légalement, entre un esclave et une table basse, il n'y a pas vraiment de différence. L'esclave, il est exploité par son maître, il n'a pas de salaire, il n'a pas de repos, il n'a pas de liberté, il n'a pas grand chose. Et un esclave, il est perçu comme un objet, donc il peut être acheté, il peut être vendu, c'est un peu une marchandise quoi. Oui, c'est horrible, ouais. Alors est-ce qu'on peut vraiment comparer le salariat à l'esclavage du coup? Contrairement au discours de beaucoup de coachs et d'entrepreneurs du web, le salariat à la base c'est un vrai progrès social, puisque ça a permis d'encadrer la relation de travail et donc de poser des limites. Ça a par exemple permis la limitation du travail des enfants, le droit de grève, la liberté syndicale, le repos hebdomadaire obligatoire, les congés payés, le SMIC, etc. Le salariat c'est un contrat de travail qui est encadré par la loi, avec un salaire minimum, des arrêts maladie, une protection contre le licenciement abusif, l'assurance chômage, des cotisations retraite, bref, comparer ça à l'esclavage, même si on lâche des grandes phrases du genre d'un point de vue anthropologique, faut quand même le faire. Et pour appuyer ses propos, il cite un certain Naval, et alors là c'est pas clair du tout. Parce que la photo qu'il montre c'est celle de Georges Navel, pas Naval, et Georges Navel c'est un écrivain français, ancien ouvrier, salarié, qui effectivement critiquait le salariat, notamment parce qu'il nous rend dépendants d'un salaire pour vivre. Mais Navel il a jamais comparé ça à l'esclavage, pas du tout. Par contre peut-être qu'il parlait de Naval Ravikant, un entrepreneur indo-américain extrêmement influent qui lui effectivement est assez critique du salariat, puisqu'il parle carrément du piège de l'esclavage salarial. Mais si on suit sa logique, ça a pas l'air de le déranger d'être un esclavagiste alors, puisqu'il est quand même investisseur dans plus de 200 entreprises dont Uber et Twitter. Donc a priori l'esclavage c'est mal, sauf quand t'es riche. La pyramide des besoins, ou pyramide de Maslow, permet d'établir une hiérarchie de nos besoins. Elle est divisée en 5 niveaux. Et il faut avoir réussi à satisfaire le besoin du niveau où on se trouve pour avoir la motivation de monter au niveau supérieur. Bon, t'as sûrement déjà vu cette pyramide qui en gros représente les besoins humains par palier, des plus basiques genre manger, dormir, etc., jusqu'au plus élevé, donc le besoin d'accomplissement personnel. Mais est-ce que tu savais que dans son article original paru en 1943, Abraham Maslow lui-même n'a jamais parlé de pyramide? La représentation sous forme de pyramide de la théorie de Maslow, ça a été ajouté plus tard et par d'autres personnes, principalement dans des manuels de marketing et de management dans les années 60 et 70. Alors là, on pourrait se dire que c'est pas grand chose et juste que c'est plus simple à comprendre sous forme de pyramide. Sauf que non, parce que pour Maslow, il n'a jamais été question d'une hiérarchie stricte avec l'idée qu'il faut monter les niveaux comme dans un jeu vidéo. Pour Maslow, les paliers peuvent se chevaucher, tu n'as pas besoin de remplir tous les besoins d'un palier pour passer au suivant. On peut par exemple créer de l'art en crevant la dalle. On peut risquer sa vie, donc sa sécurité,
pour des idéaux, ce qui rentre dans la case du besoin d'accomplissement. Donc en gros, les besoins humains sont complexes et ils ne suivent pas un ordre précis. Et en plus, ce dont on a besoin, c'est très influencé par notre culture. L'accomplissement de soi, par exemple, qui est au sommet de la pyramide, c'est culturellement biaisé et très occidental. Dans d'autres cultures, l'appartenance au groupe ou la spiritualité serait au-dessus, par exemple. Donc même si on admet que les besoins humains sont sous forme de pyramide, c'est pas du tout une règle universelle en fait. Et surtout, la pyramide n'est pas complète, puisque vers la fin de sa vie, Maslow lui-même a ajouté une catégorie qu'il a appelée la transcendance de soi. C'est-à-dire en gros aider les autres à s'accomplir, trouver une cause et se tourner vers quelque chose qui nous dépasse. Bref, la théorie de Maslow, c'est pas débile, le problème c'est que la version qu'on nous présente généralement, c'est pas sa théorie en fait. C'est plutôt une version reprise par des marketeurs et des commerciaux pour essayer de comprendre les besoins humains et te vendre des conneries en te faisant croire que tu en as besoin pour avancer dans la vie. Ne prenez absolument rien personnellement. Les gens vous veulent jamais du mal. Jamais. Parce qu'il y a une vraie distinction entre j'ai souffert et il a voulu me faire du mal. Je peux être en réaction avec ce qui se passe, mais c'est pas les autres qui sont responsables de comment je me sens. Les autres, du coup, je suis pas responsable de comment ils se sentent. Et si vous me dites non, je suis pas d'accord, bienvenue dans le mode de victime. Alors celle-là, elle est vicieuse. Déjà oui, c'est vrai, on peut blesser quelqu'un sans le vouloir. Notre intention et l'effet qu'on produit est pas toujours aligné. Et il a pas tort non plus quand il nous dit que les gens nous blessent plus souvent par négligence ou maladresse que par vraie volonté de nuire. Ça a même un nom, ça s'appelle le rasoir de Enlon, qui pose la règle qu'il ne faut jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise ou la maladresse suffit à expliquer. Cependant, dire que les gens ne nous veulent jamais du mal, c'est faux. Je vous apprends rien si je vous dis qu'il existe réellement des gens malveillants, des manipulateurs, des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Donc dire jamais, c'est au mieux un raccourci très naïf, au pire malhonnête. Sur la partie je ne suis pas responsable de ce que les autres ressentent, ça ressemble à une forme de stoïcisme mais un peu en mode Dark Sasuke. Et effectivement, je n'ai pas de contrôle sur les émotions des autres. Et le stoïcisme justement se base beaucoup sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui dépend pas de nous. Mais par contre, je suis quand même responsable de mes actes et de mes paroles. Si j'insulte quelqu'un et qu'après il se sent mal, je peux pas juste me cacher derrière le je ne suis pas responsable de comment il se sent. Parce que c'est moi qui ai créé ça chez lui, donc ça dépend de moi. Ne pas être responsable de ce qui se passe dans la tête des autres, ça veut pas dire qu'on est responsable de rien, évidemment. Et surtout, dire si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est que tu es une victime, ça c'est ce qu'on appelle en rhétorique un piège de Kafka. En gros, c'est quand tu es accusé de quelque chose, donc par exemple être en mode victime, sauf que si tu nies, c'est la preuve que c'est vrai, et si tu acceptes, c'est la preuve que c'est vrai aussi. On appelle ça un argument irréfutable, ce qui en fait un mauvais argument. Parce qu'un argument solide, justement, c'est un argument qui peut être réfuté, mais qui va résister aux réfutations qu'on peut lui faire. Bref, les gens qui te veulent vraiment du mal, ça existe, et le dire, ça ne fait pas de toi une grosse victime, Mais la nuance, c'est pas vraiment le truc qu'on retrouve le plus dans le développement personnel.